Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est en live comme tous les deuxièmes mercredis du mois pour faire un petit point sur l'actualité des marchés, l'actualité de Capstellar, l'actualité du logiciel. Bref, toute l'actualité qui nous occupe et qui nous intéresse ensemble, donc cette belle communauté des investisseurs de Capstellar. Donc là, je vais vous partager mon écran. Profitez-en pour me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Et puis, on va rapidement démarrer. Donc, dites-moi si vous me voyez bien ma présentation pour qu'on puisse démarrer. J'ai encore beaucoup de contenu à vous partager aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, je pense que vu ce qui se passe en ce moment sur les marchés, je vais en profiter là pour aller voir vite fait où est-ce qu'en est le BTC là maintenant. Voilà, il y a une légère remontée. Il est passé à 77 000 dollars mardi, donc hier. Donc voilà, donc encore une grosse, une grosse chute dans les abîmes. Et là, aujourd'hui, il a fait un léger rebond pour remonter à 82 700. Donc voilà, on va évoquer bien sûr ces mouvements intenses sur le marché des cryptos de ces dernières semaines. Et voilà, on va évoquer plein de sujets par rapport à tout ça. Donc voilà, donc si vous êtes prêts, eh bien écoutez, on va pouvoir démarrer sans trop tarder. Visiblement, vous m'entendez bien, vous me voyez bien, vous voyez bien la présentation. Donc tout va bien, on peut démarrer. Alors, du coup, dans l'actualité, donc on va passer vraiment très rapidement par rapport à ça, mais en gros, il y a deux grandes actualités. Une actualité sur la partie, on va dire, institutionnelle, les gouvernements. Donc, la BCE accélère sur l'euro numérique en voyant bien sûr ce qui se passe aux États-Unis. Grosse offensive de Trump qui, selon le reste du monde, peut menacer la stabilité financière européenne parce que du coup, il met vraiment un accent fort sur les cryptos et annonce de réserves crypto notamment avec du XRP, du Solana, de l'ADA et bien sûr du BTC et de l'Ethereum. Donc en fait, on avait une perception qu'il allait faire une réserve Bitcoin, mais on ne savait pas qu'il allait aller au-delà. Et donc ça c'est, je pense pour moi vraiment un élément qui est intéressant. Ça veut dire qu'il ne veut pas mettre tous ses œufs non plus dans le même panier. Et donc voilà, je trouve que en tout cas, ça nous encourage, nous, à nous diversifier, puisque si les États eux-mêmes se mettent à diversifier, c'est quand même une bonne chose. Et là aussi, où je pense que Trump est intelligent, du moins sur ce point de vue-là, c'est que du coup, il s'y challenge encore plus les autres États, parce que autant on peut mettre en place je dirais, un fonds de placement sur le Bitcoin, autant multiplier les cryptos, voilà, ça met, je dirais, une barrière à l'entrée encore plus importante pour les autres gouvernements et les autres régions du monde. Donc ça, c'est la grande actualité, c'est en gros le positionnement de Trump et du coup la réaction de l'Europe par rapport à ça et d'autres États. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est qu'en fait, il y a une autre tendance dans les actualités. Vous voyez ici que le deuxième plus grande banque des États-Unis pourrait lancer son stablecoin. Alvest suit les pas de MicroStrategy, devient le premier géant africain à adopter le Bitcoin. Donc Alvest, c'est une entreprise. Ethereum, une société cotée au Nasdaq, lance la première trésorerie d'entreprise publique en Ethereum. Donc là, c'est encore une entreprise. Le MicroStrategy français, qui s'appelle le Blockchain Group, lève 600 millions, 600 bitcoins, qui est une première historique. Donc, c'est une levée de fonds qui se fait en bitcoin. Donc, ça, c'est vraiment une première. Et le milliardaire américain qui annonce miser tout sur le bitcoin. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit en fait qu'aujourd'hui, les gros investisseurs et les grosses entreprises considèrent également que les cryptos sont des actifs qui permettent en fait de placer une partie de leur trésorerie, voire une partie importante de leur trésorerie. Donc on a d'un côté en fait cette actualité qui nous dit voilà, les États s'y mettent, mais aussi d'un autre côté des très grands investisseurs et les entreprises également s'y mettent. Et donc c'est là qu'on voit en fait toute la portée du Bitcoin et pas que, puisque là vous voyez qu'on parle aussi d'Ethereum. C'est là qu'on voit toute la portée en fait de ces cryptos pour venir en fait consolider un ensemble d'actifs pour sécuriser une partie de la trésorerie. Ça montre aussi que aujourd'hui les monnaies fiat comme l'euro et le dollar ne sont plus forcément en fait
les seuls et uniques actifs que les entreprises vont conserver pour maintenir leur trésorerie. Et je dirais la petite information dans toutes ces informations qui sont très, on va dire, macroéconomiques, c'est cette news-là, ces applications sur Solana qui génèrent 650 millions en un mois. Donc, est-ce qu'il y aurait bientôt des airdrops? Et quand vous allez creuser derrière cet article-là, en fait, on se rend compte qu'il y a des apps, des applications qui s'appuient sur la blockchain aujourd'hui qui génèrent des revenus. Et c'est en cela que c'est intéressant. Alors derrière, quand vous allez regarder dans le creux, enfin dans le détail, on voit que la plus grosse appli qui a généré le plus de chiffre d'affaires, c'est une appli qui permet à n'importe qui de générer des monnaies numériques. Donc voilà, on n'est pas encore sur des fondamentaux de marché, mais on peut imaginer que demain, des entreprises puissent utiliser ça et en faire avoir un vrai usage avec une vraie valeur ajoutée. Je pense notamment à un service comme Home Exchange. Aujourd'hui, dans Home Exchange, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un principe où vous pouvez partager votre maison, notamment pendant les vacances. Dans Home Exchange, il y a un système de points. Eh bien, on pourrait très bien imaginer que demain, Home Exchange vienne un petit peu renforcer l'aspect sécurisé de ces points et vienne lui apporter une valeur supplémentaire et du coup lance sa propre monnaie via du coup ce type de service. Donc voilà, donc ça bien sûr c'est balbutiant, mais on peut voir en tout cas qu'il y a déjà des entreprises et il y a déjà des services, des applications qui utilisent la blockchain et qui génèrent du chiffre d'affaires. Et c'est pas quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires, c'est quelques centaines de milliers de dollars en quelques semaines qui sont générés. Donc, c'est pour moi une tendance qui est importante et c'est pour moi la tendance la plus intéressante parce que là, on va vraiment rentrer dans l'usage des autres monnaies, alors que là, on est sur l'usage uniquement, enfin, en tout cas, principalement du Bitcoin. Voilà par rapport à ça, est-ce qu'il y a des réactions? Tac, tac, tac. Trade également en sell. Alors, on évoquera tout à l'heure cette question-là, mais alors on n'y est pas du tout parce on peut pas faire on peut pas jouer à la baisse sur le spot. Tac, tac, tac. Voilà, en gros, dans les grandes lignes. Voilà. Bon, on va pouvoir avancer sur la suite de la présentation. Deuxième élément, je pense, qui peut vous intéresser, c'est que on arrive à la période fiscale. Alors, à juste titre, vous nous aviez, enfin, il y a une personne, un abonné qui nous a mentionné que dans la nouvelle version, il y avait plus ce fameux bandeau où on retrouvait en fait les frais sur gain décaissés sur l'année précédente. Donc du coup, on l'a fait réapparaître. Donc si vous vous connectez maintenant sur app.capstellar.com, sur votre zone membre, vous allez voir ce bandeau qui va apparaître. Et je vous rappelle que ce bandeau est intéressant dans le sens où si vous êtes en dessous des 305 euros, eh bien, vous n'avez pas de déclaration fiscale à faire, en tout cas pas dans le cadre de Capstellar. Et parce qu'en fait, il y a 305 euros, c'est c'est la dérogation qui nous permet de ne pas avoir à déclarer. Au-delà de 305, il va falloir déclarer. Et pour déclarer, eh bien, vous pouvez faire comme je vous l'avais invité à faire l'année dernière, c'est utiliser le service Waltio. Donc Waltio, si vous installez Waltio, c'est l'offre starter qu'il faut prendre. Je vous invite à cliquer sur le lien de parrainage de Capstellar qui va vous permettre de bénéficier d'une réduction de 10%. Donc je vous le remets ici. Alors je pense que pour ceux qui sont inscrits déjà de l'année dernière, je pense que c'est 10% une fois. Je suis pas sûr que ce soit reconductible sur les autres abonnements. Il faudrait qu'on avance, peut-être qu'on pose cette question-là à Waltio. Mais je crois que de mémoire que c'était ça. C'était juste pour l'inscription. Donc voilà. Donc si vous voulez faire votre déclaration d'impôt, vous pouvez utiliser un service comme Waltio. Waltio, ce qu'il va faire, vous allez pouvoir connecter en API sur votre compte Binance ou Kraken de la même façon que vous avez connecté Capstellar sur votre compte. Et ensuite, c'est Waltio qui va vous générer tous les reports pour pouvoir justifier de votre déclaration fiscale. Donc voilà, donc je ne vais pas en dire plus là-dessus parce que c'est pas l'actualité du moment. Mais en revanche, si vous voulez avoir plus d'informations sur le fonctionnement de Waltio, je vous invite à aller dans la zone membre pour voir le replay de la conférence qu'on avait donnée l'année dernière avec justement le CEO Pierre de mémoire de Waltio. Donc on avait expliqué tout en détail le fonctionnement et il y avait même Pierre qui nous avait fait en direct une démonstration. Voilà pour cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez des questions liées
Tac, 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 lié à cette partie fiscalité. Non, ça a l'air d'être bon par rapport à ça. Je vais revenir sur la partie USDT, puisque c'est une question qui est posée par Julien. On va traiter cette question-là lors de ce live. Une fois de plus, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui. Actualiser justement sur les exchanges, donc Binance, Kraken. Donc, je vous rappelle que le mois dernier, je vous avais dit que Kraken avait annoncé qu'ils allaient arrêter d'utiliser les USDT. Et dans le mois qui a suivi, donc ce mois-ci, il y a également Binance qui a fait la même annonce. Donc, il faut savoir qu'actuellement, nous, on est en dehors du marché. Et donc, pour nous, ça n'a pas aujourd'hui d'influence parce qu'en fait, si vous voulez, il gère un délai de transition, on va dire, pour pas que les gens se retrouvent avec des USDT qui ne valent plus rien ou qui ne pourraient plus être activés ou actionnés. Donc, sachez qu'en fait, il y a une période, et notamment là, la période qui est mentionnée, c'est le 31 mars. Nous, de notre côté, alors déjà, ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, si vous le souhaitez, si vous êtes à l'aise avec ça, c'est de remplacer, c'est de vendre vos USDT contre de l'USDC. Voilà, vous pouvez le faire de votre côté si vous êtes à l'aise avec ça. Si vous n'êtes pas à l'aise, attendez d'avoir des nouvelles de notre part. Parce que nous, de notre côté, on est en train de travailler sur une V2 qui, normalement, devrait nous permettre de le faire. Alors, il faut voir encore avec l'API ce qu'on a la possibilité de faire. Parce que parfois, ce qu'on peut faire sur la plateforme Binance n'est pas forcément autorisé via l'API, donc via la passerelle que nous on utilise pour nous connecter à votre logiciel, à votre compte, pardon. Donc, aujourd'hui, on travaille sur une V2. Cette V2, elle va être disponible là dans les tout prochains jours sur la partie Kraken. Et ensuite, on va la déployer également sur la partie Binance. Et on va regarder dans les tout prochains jours si on peut faire la bascule de l'USDC vers l'USDT. Enfin, de l'USDT, pardon, vers l'USDC. Auquel cas, vous n'aurez strictement rien à faire. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne vous en souciez pas pour le moment. Si on ne peut pas le faire via les API, on vous enverra un tuto pour vous expliquer comment faire. Mais en gros, c'est ça. Donc, dans la grande idée, vous n'avez rien à faire. Attendez d'avoir de nos nouvelles pour savoir si vous avez quelque chose à faire. Mais normalement, dans 80%, on a 80% de chances de pouvoir le faire à votre place. C'est-à-dire de transformer tous les USDT en USDC, le temps qu'on est sorti du marché. Voilà. Maintenant, si vous le souhaitez faire de votre côté et que vous êtes à l'aise avec l'outil Binance que vous savez déjà faire, échanger les USDT contre l'USDC, vous pouvez le faire de votre côté. Voilà. Mais globalement, ne vous en souciez pas. Voilà par rapport à ça. Tac, tac. Alors, Julien qui pose la question, effectivement, vous n'avez plus la possibilité d'acheter des USDT. Donc, du coup, voilà. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, cette V2 de l'algorithme, elle ne sera plus dépendante en fait d'un stablecoin. On a fait un mécanisme qui va pouvoir jongler pour aller chercher les paires qui existent entre les différentes cryptos que l'on a à disposition. Donc, en fait, aujourd'hui, effectivement, le logiciel fonctionne pour que tout le rééquilibrage se passe en USDT. Et bien là, dans la nouvelle version qu'on va mettre en place dans les tout prochains jours, sur laquelle on a beaucoup travaillé, enfin surtout le service dev, va permettre en fait d'être beaucoup plus souple par rapport à ça. Et donc, on sera plus jamais confronté à ces problématiques de crypto qui peuvent potentiellement disparaître. Donc voilà, donc soyez tranquille par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Judith, oui, on paye au-delà. Alors, c'est pas 300 € de plus-value. C'est 300 € en fait de retrait. Parce que vous n'avez pas forcément de la plus-value sur les 300 € que vous allez retirer. Donc, vous êtes imposé sur la plus-value, mais là, les 300 € c'est ce que vous avez retiré parce que vous avez payé un service, en l'occurrence le service Cafstellar, avec votre argent. Donc, on considère que c'est un retrait que vous avez fait de votre comment dire, de votre compte. Donc, en fait, on ne peut pas faire sans Watio. Alors, si vous pouvez faire sans Watio, mais alors c'est vraiment compliqué. On doit déclarer dès lors qu'il y a de la plus-value, même si on ne les touche pas et qu'on les réinvestit. Non, c'est pas ça, Guillaume.
Si vous faites que de la plus-value et que ça reste sur votre compte, vous n'êtes pas imposé dessus et donc du coup, vous n'avez pas à le déclarer. C'est juste qu'en fait, les 305 euros que vous auriez payé, si vous dépassez les 305 euros que vous avez payé sur Capstellar, eh bien en fait, vous avez retiré de la plus-value. Ou pas d'ailleurs, vous avez peut-être fait de la moins-value, mais vous avez retiré de l'argent. Et le fait que vous sortiez de l'argent soit en payant un service, soit en monnaie fiat, fait que ça génère un événement fiscal. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous allez payer de l'impôt dessus, mais ça génère une obligation de déclaration fiscale. Voilà. Les frais sont donc en USDC. Peu importe, les frais seront en USD. Jusqu'à maintenant, les frais étaient en USDT. Jusqu'à maintenant, ils seront en USDC, mais ça ne change absolument rien pour vous. Qu'en est-il des personnes hors UE et donc sans USDC? Pareil, que vous soyez hors UE ou dans l'UE, ça ne change rien. La question de l'USDC, c'est la question de la disponibilité sur la plateforme. Alors, bonjour Hervé. Alors, je suis allé sur le site Capstellar et j'ai constaté que les gains décaissés sur 2024 étaient à 0. Si je comprends bien, il y aurait des frais et seulement si on a vendu des cryptos et basculé vers des euros, c'est bien ça. Oui, alors Hervé, je ne sais pas quand est-ce que tu es rentré sur le logiciel, mais il est possible que tu sois rentré tard dans 2024 et que tu n'aies pas été débité. Maintenant, si tu as été décaissé de frais sur rien sur l'année 2024 et que ça apparaît à 0 sur ton bandeau, à ce moment-là, il faut contacter le support parce qu'il doit y avoir une erreur. Est-ce que Binance mettra toutes les paires USDT en USDC ou pas toutes? Alors ça, on n'en sait absolument rien. Et c'est pour ça qu'on a été obligé de développer une V2 qui justement n'a plus besoin, en fait, n'est plus dépendante d'une stablecoin ou pas. Et parce qu'en fait, le gros avantage de l'USDT, et c'est pour ça qu'on était resté dessus, c'est qu'effectivement, il y avait de très très nombreuses paires qui étaient disponibles. C'est-à-dire qu'on pouvait trader de nombreuses cryptos avec l'USDT. Et avec l'USDC, il y en avait moins. Donc à voir si Binance et Kraken multiplient les paires avec l'USDC en voyant qu'il y a un transfert massif de trésorerie de l'USDT vers l'USDC. Mais de toute façon, nous, dans la V2 qu'on a prévue, on n'est plus lié à ce problème-là, en fait. On a adapté l'algorithme pour ne plus être bloqué par rapport à ça. Donc, effectivement, Hervé, si tu es rentré en 2023, il y a de fortes chances pour qu'en 2024, tu aies effectivement des décaissements. Et donc, si c'est à 0, c'est pas normal. Alors, maintenant qu'on a passé cette partie fiscalité USDT, USDC, on va passer à l'actualité des marchés, qui est, je pense, l'actualité qui vous intéresse le plus, à savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Alors, déjà, faut savoir que le signal de sortie que nous, on a eu tout début février, du coup, il s'est clairement confirmé, puisque aujourd'hui, on est sur une baisse de notre indice à nous de moins 15%, ce qui correspond à une baisse de la market cap du top 30 de moins 22%. Ça veut dire que si on n'était pas sorti, aujourd'hui, tous les portefeuilles de tous les abonnés seraient à moins 22%. Donc, on a bien fait de sortir. Et du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque quand il y a eu la baisse la plus importante, on n'était pas dans le marché, parce qu'on est sorti il y a déjà plus d'un mois. Il faut savoir que la plupart en fait, des investisseurs sont toujours dans le marché, et quelques rares investisseurs chevronnés sont sortis il y a seulement quelques jours. Donc nous, en sortant tout début février, on a vraiment anticipé une chute qui est très très importante et qui vient de se passer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le signal de sortie que nous, on a identifié, c'est confirmé. Donc ça montre aussi que l'indicateur que l'on a de sortie de marché, c'est un bon indicateur, qui est un indicateur qui est fiable, parce que même si de temps en temps, il nous indique qu'on doit sortir, finalement, c'est en positif, je reviendrai plus tard dessus, mais en gros, là, on a évité une très très forte chute par rapport à cet indicateur. Donc, sincèrement, j'en suis très très fier et j'en suis très heureux, à la fois pour mon capital, parce que je vous rappelle que je suis le premier client de Capstellar, mais aussi pour tous les portefeuilles de nos abonnés, c'est-à-dire de vous, qui sont connectés à Capstellar. Donc ça, c'est une très bonne chose. La deuxième chose, c'est que on observe clairement maintenant depuis presque 2 mois, ça a été initié autour du 15 janvier, le 18 même pour être plus précis, une tendance baissière. Donc une tendance baissière, je vous rappelle ce que c'est que les plus hauts
Donc, vous voyez que le marché monte, descend, monte, descend, monte, descend. Donc là, la courbe bleue. Donc, quand il descend, on va toucher un plus bas. Et ensuite, quand il va remonter, on va toucher un plus haut. Donc, une tendance baissière, c'est quoi? C'est quand les plus hauts sont de plus en plus bas. Vous voyez qu'ici, on a un plus haut ici, on en a un plus haut là, on a un plus haut là, on a un plus haut là. Et à chaque fois, ça baisse. Et que les plus bas également sont de plus en plus bas. Donc, ici, il y a un plus bas. Ici, il y a un plus bas qui est encore plus bas. Ici, il y a un autre plus bas qui est plus bas. Et encore un plus bas qui est plus bas. Et donc, si les plus bas sont toujours plus bas et que les plus hauts sont toujours plus bas, on est clairement sur une tendance baissière. Et donc, ça, c'est ce qu'on peut observer depuis maintenant 2 mois. Maintenant qu'on sait qu'on est sur une tendance baissière, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite du marché et de ce fameux bull run. Est-ce que le bull run est terminé? Est-ce qu'il va se poursuivre? Et dans quelle configuration il peut se poursuivre? Alors, moi, je vois 2 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est qu'il se reproduise ce qui s'est passé en 2021. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2021, le marché avait monté, donc il y avait une forte progression, notamment du Bitcoin et également des altcoins, mais dans une grosse proportion quand même du Bitcoin. Et ensuite, le marché a fait moins 50%. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2 mois, moins 50%, c'est quand même une chute qui est exceptionnelle. Là, je viens de vous rappeler qu'en 1 mois et demi, on a baissé de moins 22%. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on reproduise exactement même plus que ce qu'on vient de faire en termes de chute. Donc, c'est vraiment une chute qui est vraiment extrêmement importante. Et pour autant, le marché était reparti à la hausse. Et si le Bitcoin avait retrouvé son plus haut du premier pic, les altcoins, elles, sont montées beaucoup plus haut, comme vous pouvez le voir ici. Elles sont montées beaucoup plus haut. Et donc, on avait vraiment eu une véritable alt season, c'est-à-dire une saison où c'est les autres cryptos, autres que le Bitcoin, qui surperforment. Donc, la possibilité, ça serait celle-ci. Ce serait que le marché continue à chuter dans les prochaines semaines et qu'une fois qu'il a fait vraiment sa correction, eh bien, ils repartent chercher un plus haut pour vraiment ici jouer la alt season et ensuite repartir à la baisse, corriger avant d'attendre en fait le prochain bull run. Ça, c'est selon moi on va dire, le scénario le plus plausible. Pourquoi? Parce que, en fait, moi personnellement, j'imagine mal que les gros institutionnels, les gros du marché, les grosses baleines du marché des cryptos se suffisent de bull run qu'on a eu jusqu'à maintenant. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui sont sur le marché. Et bien sûr, le rôle des baleines, leur objectif à eux, c'est d'aller ponctionner l'argent des petits investisseurs parce que les petits investisseurs, en fait, dès qu'il y a une chute, ils revendent tout et donc c'est là qu'ils perdent tout. Et les investisseurs, les petits, en fait, il suffit de montrer que le marché monte pour les faire investir massivement. Et donc, c'est quand le marché est au plus haut qu'on va revendre. Et donc, ma perception à moi, c'est qu'ils ont effectivement gagné de l'argent là sur les 2-3 derniers mois de l'année 2024, mais je pense qu'il y a un énorme potentiel encore à aller chercher. Donc, je vois bien en fait les baleines restimuler le marché pour que le marché reparte à la hausse et qu'on connaisse une vraie alt season, c'est-à-dire une vraie période où les autres cryptos autres que le Bitcoin puissent vraiment performer. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est la version la plus plausible. Je vous rappelle que sur les précédents bull run, à chaque fois, donc là, vous voyez, c'est la dominance du Bitcoin. Donc, le Bitcoin, c'est la courbe orange. Donc, et les autres cryptos, c'est la courbe grise. Vous voyez qu'à chaque fois, en fait, on a eu alt season où les autres cryptos ont repris le dessus, ont pesé plus que 50% par rapport au Bitcoin. Donc là, la première fois en 2017 et ici, ou 2019, je ne me rappelle plus, dans 2017. Ici, en 2021, vous voyez, c'est pareil. Et donc, ici, là, on ne l'a pas eu, en fait, notre alt season. On n'a pas eu ces autres cryptos qui ont pris un tel poids qu'elles ont dépassé le poids du Bitcoin. On voit que le Bitcoin ne cesse de se renforcer, en tout cas en termes de position par rapport à l'ensemble des cryptos. Et on voit aussi ici, vous pouvez voir l'Ethereum qui coule. Et alors que l'Ethereum, sur les précédentes bull run, c'était vraiment, je dirais, la crypto représentative de toutes les autres cryptos. Donc en gros, c'était celle qui montrait qu'il y avait une belle performance des autres cryptos. Donc vous pouvez voir qu'ici, l'Ethereum
a bien suivi les autres cryptos, donc elle était bien à l'image des autres cryptos. Mais alors ici, lors de ce bull run, elle a complètement décroché. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait, on n'a pas eu notre véritable alt season et que je pense qu'elle devrait se produire. Maintenant, ça n'engage absolument que moi et ça n'est aussi qu'un scénario. Et ça, c'est vraiment important de prendre en compte. C'est-à-dire que pour moi, ce scénario-là, il est possible d'à peu près, on va dire, 60% des cas. Mais il y a quand même 30% de probabilité que ce soit le deuxième scénario qui se présente. Et ça, il faut quand même l'accepter s'il se produit. Et ce deuxième scénario, ça serait quoi? Ça serait de dire, en fait, qu'on a connu le plus haut au mois de décembre et que du coup, le marché va poursuivre sa baisse avant de se stabiliser et ensuite de repartir sur un prochain bull run dans 3-4 ans. Alors peut-être que bien sûr, il n'y aura peut-être pas 2 ans de traversée du désert comme on l'a connu entre 2022 et 2023. Peut-être que le marché repartira de manière, on va dire, plus subtile, plus tranquille à la hausse parce que il va y avoir notamment les États qui vont commencer à les utiliser massivement et puis il va y avoir toujours de plus en plus d'utilisateurs, d'investisseurs qui vont rentrer sur le marché. Mais en tout cas, voilà, on peut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait une espèce de petite traversée du désert comme on l'a à chaque fois après chaque bull run parce que le marché est réticent. Il y a un autre élément qui pourrait confirmer ce scénario, c'est un petit peu le côté critique aujourd'hui de la macroéconomie et notamment de la façon de Trump de gérer un petit peu on va dire, comment on va dire ça, ses échanges avec le reste du monde. Donc voilà, donc clairement il y a des indicateurs macroéconomiques qui ne sont pas très bons. Si Trump met 25% de taxes par rapport à l'Europe et que l'Europe met également 25% de taxes vis-à-vis du dollar, ça peut être compliqué. D'ailleurs, on a pu voir que le dollar avait repris de la force par rapport, que l'euro avait repris de la force par rapport au dollar. Du coup, c'est pas bon signe parce qu'en général, c'est quand même les États-Unis qui drivent l'activité économique de l'ensemble du monde. Donc, si Trump ferme toutes les portes, ça risque d'avoir des conséquences sur l'ensemble des marchés financiers. Et il est utopique aujourd'hui de penser que les investisseurs vont massivement retirer leur argent des marchés boursiers traditionnels pour les mettre dans les cryptos. Non, en général, c'est le contraire. On va mettre en sécurité dans les marchés les plus traditionnels et on va les jouer des périodes plutôt bonnes du marché sur le marché des cryptos pour faire fructifier davantage son capital. Donc voilà aussi ce qui pourrait en fait confirmer ce scénario-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ça. Alors Olivier, je n'ai pas été débité. Ok, en tout cas Olivier, si c'est débité en 2025, ça sera toujours ça de gagner en 2024. Donc au contraire, c'est reporté, donc c'est plutôt un avantage, j'ai l'impression. Voici de nombreux intérêts de méthode. Voici un des nombreux intérêts de la méthode Capsela. On ne maximise peut-être pas les gains en étant full BTC ou autre, mais à l'inverse, en période baissière, actuellement, on est heureux d'être sorti du marché. Tout à fait, Julien, effectivement. Désolé, pas d'accord du tout avec vous. C'est maintenant qu'il faut acheter. Ok, Joe. Voilà, on peut faire le choix d'acheter maintenant. Moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux d'acheter maintenant. Mais voilà. Après, le truc, c'est que, en fait, le plus important, en fait, c'est d'être discipliné dans sa propre méthode. Donc voilà. Donc, s'il y a des méthodes de diversification, et si Joe, tu utilises Capsela pour diversifier, c'est très bien. Voilà. Maintenant, le truc, c'est que quand on va investir, il faut savoir quand on achète, mais il faut surtout savoir quand est-ce qu'on va revendre. Et moi, le travers que je retrouve dans beaucoup d'investisseurs, c'est que quand le marché part à la hausse, ils disent j'achète, mais sauf qu'ils n'ont aucune idée de savoir quand est-ce qu'ils vont revendre. Alors ça fait quand même des parties des principes des fondamentaux, quoi. Voilà pour ça. Allez, on va continuer encore parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Donc voilà, donc ça c'était pour moi les deux scénarios possibles. Le premier scénario, c'est qu'en gros, on connaisse un double top comme en 2021 et que du coup, ça continue de partir à la baisse, mais que ça remonte à un moment donné à la hausse. Et vous inquiétez pas, du coup, on sera là pour profiter de cette nouvelle hausse
quand le marché repartira, comme on l'a fait en 2021 sur la base de la simulation qu'on a là. Ou alors, il faudra accepter, il faudra faire le deuil de ce bull run-là, qui aura été plus court que prévu, et que du coup, le marché reparte plus tranquillement à la baisse, et qu'on attende le prochain bull run pour attendre les prochaines grosses variations. Pierre, comment doit évoluer l'indicateur pour que Capstellar redevienne acheteur? Alors, pour que Capstellar redevienne acheteur, il faut que la courbe orange, ici, là, repasse au-dessus de la courbe verte. Donc, vous voyez, donc c'est ici, là, on est rentré à ce moment-là, quand la courbe orange est repassée au-dessus de la courbe verte, ici. Donc, voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on va re-rentrer dans le marché. Donc, vous voyez que là, on s'en éloigne, mais on s'en éloigne parce que le marché chute violemment. Mais du coup, c'est quand il va repartir à la hausse, du coup, la courbe jaune va suivre la courbe bleue de manière plus près et du coup, va repasser au-dessus de la courbe verte. Et c'est à ce moment-là où on va re-rentrer dans le marché. Il y a plusieurs conclusions à tirer de ce qui s'est passé de cette forte chute. Déjà, la première, c'est qu'il faut vraiment, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais c'est un véritable bain de sang. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des investisseurs qui sont complètement sonnés, qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui ne réagissent pas alors que le marché part violemment à la baisse. Mais il y a toujours cet effet en fait du marché des cryptos qui rend les choses sexy et qui nous fait dire que voilà, comme disait Joe tout à l'heure, c'est le meilleur moment pour rentrer. Non, je suis désolé. Si le marché marque un rebond, pourquoi pas? Si on se dit de racheter aujourd'hui, oui, pour dans 5 ans, parce qu'on sait que dans 5 ans, le Bitcoin sera plus haut que les 82 000 où il est aujourd'hui, oui, mais de faire du trading en se disant, tiens, je vais profiter d'un rebond en rentrant maintenant, je trouve que c'est la pire des choses à faire. Donc, regardez quand même les chiffres qui sont mentionnés là. 87% des positions longues et 1 milliard de dollars liquidés en 24 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 90% des positions longues, ça veut dire que 9 investisseurs sur 10, des investisseurs qui sont long terme, donc plutôt des institutionnels qui sont expérimentés, se sont retirés du marché. Ça veut dire que ceux qui restent, les 10% qui restent, là, sont en train d'avoir très très mal. Mais vraiment très très mal. C'est-à-dire que s'ils sont rentrés dans, on va dire, le deuxième semestre de 2024, aujourd'hui, ils sont perdants. Ils sont perdants alors même qu'on a eu une première phase de bull run. Donc ça, c'est vraiment un bain de sang. Et donc ça, cette info-là, elle datait du 5 mars. Et regardez, le 11 mars, donc une semaine après, la même chose. De nouveau, 955 millions de dollars de liquidation. Après avoir eu déjà 1 milliard la semaine d'avant. Donc, on repart encore dans le rouge, cette fois-ci pour des positions courtes. Donc, sincèrement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, on est en dehors de ça et on regarde, en fait, on est en train de regarder une boucherie, en fait, qui est en train de se passer auprès des petits investisseurs. La deuxième conclusion, c'est que du coup, nous, en sortant du marché, on a préservé cette hausse qu'on a connue là sur le dernier trimestre. Et ça, peu d'investisseurs ont réussi à le faire. Donc, une fois de plus, c'est facile de faire le fanfaron quand le marché monte. Et moi, je me rappelle de ceux des abonnés, certains qui nous quittaient en nous disant c'est pas le moment de sortir, le marché est en plein bull run. Et du coup, voilà, nous, on est sortis parce qu'on a identifié que le marché partait à la baisse et qu'on a une approche sécurisée et disciplinée de notre stratégie, en fait. Eh bien, ceux qui ne sont pas sortis aujourd'hui, en fait, ils s'en mordent même pas les doigts parce qu'ils sont encore dans l'espoir que le marché reparte à la hausse. Ce qui n'est pas impossible. Mais là, très clairement, il part sérieusement à la baisse et ce n'est pas une petite baisse. Ce n'est pas juste une petite correction. C'est une vraie tendance baissière, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, là, ici, là, on voit qu'il y a une vraie tendance baissière sur 1 mois et demi. Ça, c'est pas juste une correction. C'est une vraie tendance baissière. Ici, on était dans un range où on ne bougeait pas, on stagnait, le marché se cherchait. Mais là, le marché a arrêté de se chercher maintenant. Il part sérieusement à la baisse. Donc, toujours dans un range, effectivement. Donc, il va peut-être rebondir ici, mais peut-être aussi pour continuer à baisser ici. Donc, vraiment, faites attention à ça.
Donc, de notre côté, du côté de Capsela, eh bien, en fait, on a préservé notre hausse. Et ici, je vous rappelle qu'on avait fait une hausse de 49%. Donc, cette hausse-là, en fait, elle est entérinée, elle est préservée et elle est sécurisée. Il y a aussi, voilà, donc je vous ai mis un extrait d'une personne qui nous a envoyé un message qui me dit qui s'est désabonné, ou oui, qui s'est désabonné. Il me dit ce qui me dérange dans votre façon de faire, c'est de trop souvent sortir des marchés quand celui-ci est décroissant, ce qui certes freine la perte d'argent, mais aussi limite la remontée du capital, car vous rachetez souvent plus cher que ce que vous avez vendu. Pour mon cas, je suis dans votre programme depuis août 2024 et je pense avoir passé plus de temps hors du marché que dans le marché. Alors, faites attention à votre perception. Parce que, alors, pour le coup, on a compté le nombre de jours et il était plus souvent, donc cet abonné-là était plus souvent dans le marché qu'en dehors du marché. Quasiment moite-moite, ça se joue à une semaine ou 2 semaines près, mais il était plus souvent dans le marché que dans le marché, donc qu'en dehors du marché. Donc, attention à la perception. Le deuxième point, c'est que, en fait, le plus important, c'est pas d'être dans le marché. Le plus important, c'est pas d'être le maximum du temps dans le marché. Le plus important, c'est d'y être quand c'est le bon moment d'y être. Et attention du coup au prisme de perception que vous avez, qui est forcément biaisé, parce qu'il est biaisé par en fait la période dans laquelle vous êtes investi. Mais une fois de plus, depuis août 2024 à aujourd'hui, il ne s'est même pas passé un an. Donc on ne peut pas analyser en fait une situation, un positionnement sur une stratégie sur une visibilité de un an. Parce que effectivement, sur les dernières périodes, quand on était en dehors du marché, donc ça, vous voyez, c'est le graphique qui est en dehors. Qu'est-ce qui se passe quand on est en dehors du marché? Donc oui, effectivement, quand on est sorti du marché, il y avait des faux signaux qui ont fait qu'on a perdu des hausses et quand on est re-rentré, on aurait pu avoir des plus fortes hausses si on était resté dans le marché. Oui, mais ça, on le sait. On le sait qu'une fois sur deux, quand on est en dehors du marché, eh bien, on échappe à une hausse. Mais si on a mis en place le système d'entrée-sortie, c'est pourquoi? C'est pour justement éviter ces chutes-là qui sont énormes. Et ces quelques pourcentages qui ont été, on va dire, du manque à gagner parce qu'on était en dehors du marché. Regardez, ils ont complètement disparu là avec les moins 22% qu'on a évité. Et là, moins 22%, c'est aujourd'hui, c'est à date. Mais si ça se trouve, on va descendre à moins 30, moins 40, peut-être moins 50%, comme en 2021. Donc, il ne faut pas, en fait, c'est le problème de ressentir les choses et de faire confiance à sa perception. Parce que la perception, elle est biaisée. Alors, elle est biaisée. Alors que sur notre historique de 8 ans, il n'y a pas de perception de biaisée. En fait, on est sur des fondamentaux de marché et qui nous montrent que quand il y a un signal de sortie qui s'annonce, eh bien, oui, effectivement, ça peut être un faux signal qui fait qu'on manque à gagner. Mais par contre, si c'est un vrai signal, en général, ça part fortement, fortement à la baisse. Et regardez à chaque fois. Ça monte effectivement, là il y a eu un plus 20%, mais vous voyez que les plus 20% ici, en termes de valeur, au final, sont beaucoup moins importants que les moins 10 et les moins 24. Parce que là, les moins 24%, c'est par rapport au plus haut, alors qu'ici, les plus 20%, c'est par rapport au plus bas. Donc, attention, je veux dire, même ce graphique-là, qui est déjà parlant, parce qu'on voit que les chutes sont plus importantes que les hausses, si on le mettait en valeur absolue, ça serait encore plus flagrant, parce que les baisses sont plus violentes. Parce que la baisse, les moins 22%, c'est par rapport aux chiffres qui étaient en haut. Alors que les plus, c'est par rapport aux chiffres qui est en bas. Donc vraiment, le plus important, ça n'est pas d'être dans le marché. Le plus important, c'est d'être dans le marché au bon moment. Et donc, nous, en ce moment, eh bien, on n'est pas dans le marché, mais on est content de ne pas y être. On est content parce que là, c'est une boucherie. Quatrième conclusion par rapport à ça, et ça je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est de vraiment faire attention à l'effet Dunning-Kruger. Qu'est-ce qui dit cet effet-là? En fait, c'est une étude scientifique qui montre qu'en fait le niveau de confiance est inversement proportionnel au niveau de compétence. Donc vous voyez qu'ici il y a des groupes de personnes en fait qui ont un niveau de compétence ici. Et ici, ils ont noté leur niveau de confiance. Et donc, on peut voir que moins les gens sont compétents, là, vous voyez, c'est là, c'est la perception et c'est la réalité. Donc, c'est le niveau de confiance par rapport à la réalité. Et donc, on voit que ceux qui sont les plus confiants, c'est ceux qui sont les moins compétents. Et du coup, derrière, ça se formalise par
par un graphique comme ça, c'est qu'en fait, au tout début, on a un niveau de confiance quand on découvre un sujet. Alors, quand on découvre au tout début, on a zéro confiance parce qu'on ne connaît pas du tout le sujet, donc on a zéro compétence. Et quand on commence à connaître un sujet, eh bien, on a un niveau de confiance qui est vraiment très, très élevé et qui est tellement élevé qu'en fait, on se surévalue nous-mêmes en termes de compétences et on sous-estime la compétence des experts. Et moi, je le vois. Quand il y a un membre qui s'intéresse à la crypto depuis 6 mois et que au bout de 3 mois, il me dit non mais c'est n'importe quoi de sortir à ce moment-là du marché et tout. Je le vois bien. Moi, ça fait depuis 2018 que je suis sur le marché. J'ai eu une discussion hier avec Cédric Tempestini, qui est un YouTuber investisseur. D'ailleurs, il y a bon nombre de personnes d'entre vous qui sont venus parce que c'est Cédric qui nous a fait connaître auprès d'eux. Il m'a envoyé un message audio hier sur mon téléphone. Il me disait franchement, Florent, félicitations pour ce que tu as fait, parce que force est de reconnaître que ton modèle il marche, ton système il marche. Moi, je suis sorti juste là maintenant. J'ai tout sorti et au final, voilà, il a fait, je crois, 120%. Il a fait 120% et il a fait une meilleure performance sur Capstellar, alors que les 120%, il les a fait en étant hyper actif sur le marché et c'est quelqu'un d'expérimenté. Donc, il y a Cédric comme exemple d'humilité qui me dit franchement, chapeau pour ce que tu as fait. Voilà, c'est robuste, ça tient la route et ça a fait ses preuves. Et à côté de ça, il y a une personne, un abonné qui est abonné depuis 6 mois et qui, après avoir vu pendant 3 mois utiliser la stratégie, qui va me dire non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas le moment de sortir. Au contraire, le marché va repartir. Du coup, on n'est plus investi alors que le marché est en train de repartir à la hausse, juste parce qu'ils ont vu un rebond, parce que peut-être ils ont lu un article et ils écoutent 3 influenceurs qui sont aussi expérimentés qu'eux. Donc, sincèrement, faites attention à cet effet Kruger, parce que derrière, qu'est-ce qui nous attend? En fait, il nous attend la chute de la réalité. C'est-à-dire que les personnes qui sont sorties de Capstellar parce que justement ça leur convenait plus qu'on sorte du marché et que le nouveau système des entrées-sorties leur convenait plus, eh bien peut-être que les 2-3 premières fois, ils étaient contents parce que eux ils étaient dans le marché quand le marché continuait à monter de manière imperceptible, mais quand le marché est violemment parti à la baisse comme en ce moment, eh bien ils sont en train de subir cette chute de la réalité. Et ensuite, après la chute de la réalité, c'est notamment tous ceux qui ont connu les bear markets en 2021, en 2019. Et bien là, du coup, on a appris, on a encaissé. Et du coup, là, on revient sur la vallée de l'humilité. Et on continue à apprendre. Et du coup, on a un niveau de confiance qui revient aligné au niveau de compétence qu'on a. Et justement, on a augmenté notre niveau de compétence parce qu'on est passé aussi par des coups durs. Et moi, je les ai vécus, les bear markets. Les périodes de traversée du désert, entre 2018 et 2021, je l'ai connu. Entre 2022 et 2023, je l'ai connu. Donc, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que faites attention parfois au biais du cerveau. Ça, c'est pas un truc. Je suis pas en train de dire que les personnes qui me disent que au bout de 3 mois qu'elles partent parce qu'elles estiment qu'elles sont meilleures que moi, je les critique pas. Je suis juste en train de souligner en fait que c'est juste naturel et il faut être d'autant plus vigilant parce que c'est un phénomène naturel. Voilà. Donc attention à l'effet Dunning-Kruger. 5e conclusion, c'est que ça n'est pas parce que le capital n'est pas sur le marché que nous ne faisons rien. On a eu des membres qui nous ont dit non mais moi je préfère me désabonner parce que du coup je paye un abonnement alors que mon capital il bouge pas et il est bloqué en USDT. Mais ça n'a rien à voir. Une fois de plus, ça n'est pas parce que le capital n'est pas sur le marché que nous faisons rien. Du côté de l'investisseur, vous de votre côté, vous appliquez la stratégie avec discipline et ça c'est pas rien. Parce que justement, c'est la discipline qui va faire la différence entre un investisseur qui va réussir sur le long terme et un qui va complètement s'écraser et qui va tout perdre ou perdre les 3/4 de son capital. Donc ça n'est pas rien d'être discipliné et justement de faire confiance dans la stratégie. Et du côté de Capstellar, de notre côté, en fait, nous surveillons le marché pour faire le nécessaire, le moment venu, pour re-rentrer dans le marché. Donc on suit ces moyennes mobiles-là, on continue à développer et à améliorer le service et moi je suis là, mois par mois, après mois, pour continuer à faire des lives et continuer à vous éduquer et à vous faire
encore mieux intégrer le fonctionnement de cette stratégie-là. Donc j'avoue que j'ai trouvé ça assez irréaliste, en fait, que les gens se posent la question de savoir si c'était légitime de payer un abonnement pendant que le capital était, je dirais, en retrait, parce qu'on justement, on n'a pas rien fait. On a sécurisé le capital. Et donc aujourd'hui, votre capital, il est en sécurité. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes là, mais je me dis que si on a eu des messages comme ça, c'est que peut-être au fond de votre pensée, vous pensez aussi la même chose. Je vais finir sur les différentes conclusions et puis après je reviendrai sur les différentes réactions. Ah oui, un point qui est important, c'est que du coup, effectivement, dans ces phases où on est en dehors du marché, eh bien, effectivement, je suis d'accord sur le fait que c'est dommage de ne pas faire travailler cet argent. Donc, ce qu'on va faire, c'est en revanche un développement qui va être assez lourd. Et donc, on va mettre en place sur le deuxième semestre, c'est qu'on va mettre en place la possibilité de mettre en earn, en automatique, le capital quand il sera hors marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le capital sera dans le marché, ben, il sera investi sur les cryptos. Mais quand il sera en dehors du marché, quand on aura un signal de sortie, eh bien, on va placer les stablecoins sur du earn. Le earn, c'est quoi? En fait, c'est un endroit qui permet de générer des intérêts. Donc, ça va générer quelques pourcents d'intérêts à l'année, mais du coup, ça va permettre de continuer quand même à faire travailler le capital. Par rapport à ça, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Binance ou Kraken d'ailleurs, vous pouvez aujourd'hui en fait déjà revendre vos USDT pour les basculer en USDC et placer vos USDC dans le earn parce que je pense qu'on va être là en dehors du marché pendant encore quelques temps. Vous pouvez le voir notamment du fait que la moyenne mobile à 14 jours est quand même assez éloignée de la moyenne mobile à 50 jours. On va également vous faire passer, on va ajouter dans la zone membre un tuto pour vous expliquer comment faire. Le seul point de vigilance, c'est que comme aujourd'hui ce n'est pas en automatique, parce qu'il faut qu'on le développe, eh bien le jour où on va re-rentrer dans le marché, il faudra que vous arrêtiez le earn avant qu'on rentre dans le marché pour que votre capital soit disponible pour re-rentrer dans le marché et ne pas rater la re-rentrée dans le marché. Donc, je synthétise. Si vous êtes familier avec Binance et que vous avez l'habitude d'aller dans Binance, vous avez l'habitude de faire des transactions, vous allez pouvoir aller dans Binance, vendre vos USDT contre de l'USDC et placer vos USDC dans le earn et penser le jour où on va relancer, on va re-rentrer dans le marché, du coup, de désactiver le earn pour le remettre votre capital dans le spot. Ça, c'est si vous êtes familier. Si vous n'êtes pas familier, sincèrement, je vous le déconseille, y compris de le faire avec le tuto. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez être en mode panique le jour où on va re-rentrer dans le marché. Et sincèrement, c'est important qu'on le mette en place sur du long terme parce que chaque pourcentage d'intérêt, chaque pourcentage de plus-value sur votre capital pour nous est important sur le long terme. Mais par contre, à court terme, ne vous stressez pas avec ça et ne prenez pas le risque en fait de rater la re-rentrée dans le marché juste pour 3-4% peut-être sur une période de 3 mois. Quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et sixième conclusion, ce qui est peut-être la conclusion la plus importante, c'est que sur un horizon long terme, qui est l'objectif de notre stratégie à nous, tout ce que nous venons de dire n'a strictement aucune importance. En fait, j'ai passé là quasiment 1 heure de mon temps à vous expliquer ce qui se passait, mais ce qui est en train de se passer, c'est une évolution à court terme parce qu'on est en train de faire une analyse sur ce qui s'est passé sur les 4, 5, 6, 7 dernières semaines. Mais sur un investissement long terme, qui est la logique de la stratégie Capstellar sur le long terme, ça n'a strictement aucun intérêt. Puisque l'évolution qui va se passer là sur la suite en fonction des deux scénarios ne va pas changer la performance à un horizon de 10 ans. Elle va changer la performance à un horizon de 6 mois, 1 an, mais à un horizon de 10 ans, elle ne va pas changer la performance. Pourquoi? Parce que la performance long terme, elle va dépendre de la valeur d'usage des cryptos et non plus de la valeur spéculative. Et aujourd'hui, on est dans une valeur spéculative. Et donc voilà, c'est ça. Moi, je voulais simplement vous rappeler que sur un horizon long terme, là, on va continuer pendant quelques années à avancer sur la valeur spéculative. Et nous, ce qu'on va rechercher avec Capstellar, en tout cas moi, c'est ce que je suis venu chercher avec Capstellar,
En tout cas, et c'est ce que je présente, et ce que je propose, et ce que je rappelle systématiquement dans l'usage de la stratégie capsular, c'est d'aller chercher, voilà, c'est ce pic-là qui va arriver quand on sera sur la valeur d'usage des cryptos et qu'on sera plus uniquement sur une valeur spéculative. Et je vous rappelle que ce graphique-là, c'est le graphique d'évolution des entreprises de l'Internet. Vous voyez, elles ont fait x3 sur les 15 premières années parce qu'on était sur une valeur spéculative, il n'y avait pas vraiment un usage permanent de l'Internet. Et qu'ensuite, quand les smartphones sont arrivés, la multiplication des applis sont arrivées, qu'on a été constamment sur les réseaux sociaux, qu'on a été constamment sur Internet à faire nos achats, eh bien, on a bien vu le bump qui s'est passé, que c'est que les mêmes x3 se sont faits en 3 fois moins de temps, c'est-à-dire en 5 ans. Et bien, sur le marché des cryptos, on va attendre la même chose. Là, on est encore sur de la valeur spéculative, mais moi, ce que je recherche en tant qu'investisseur, c'est d'aller chercher à un horizon 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce pic-là qui va être explosif parce qu'en fait, on va vraiment rentrer dans une valeur d'usage des cryptos et on ne sera plus uniquement dans une valeur spéculative. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à ça. Je vais peut-être réagir du coup à quelques éléments, peut-être que vous avez mentionné. Alors, Yann, la stratégie pour rentrer sortir s'appuie sur la moyenne du top 30. Est-ce qu'à terme, on envisage une gestion individuelle d'entrée-sortie par crypto sur les moyennes mobiles de chaque crypto? C'est très très bonne question, Yann. Effectivement, je me suis posé cette question-là. Très clairement, je vais vous dire, aujourd'hui, malheureusement, je manque cruellement de temps pour en faire reprendre la R&D. Je pense, si vous voulez, qu'on a fait à peu près 15-80% des améliorations qu'on pouvait apporter à la stratégie Capsella, mais c'est vrai qu'on pourrait encore aller gratter de la performance en allant chercher les 20%. Mais par contre, ces 20%-là sont du coup beaucoup plus difficiles à aller chercher. Et donc, du coup, ils demandent beaucoup plus de travail et aussi, ils demandent un simulateur, ce qu'aujourd'hui, on manque. Donc, aujourd'hui, très clairement, en fait, on est obligé de prioriser les développements. Moi, pour aller plus loin dans la R&D, j'ai besoin en fait d'un simulateur qui aujourd'hui prendrait trop de temps à développer. Donc, on préfère prioriser notamment le earn, où là, on sait qu'on va pouvoir gagner quelques pourcentages en plus sur la performance. Et du coup, on perd un petit peu, je dirais, de profondeur dans l'analyse sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer encore. Mais là, une fois de plus, on a fait les 80% de l'amélioration sur la stratégie. On va aller chercher encore des points d'amélioration, notamment avec le earn dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et effectivement, il y a certainement encore des optimisations à apporter. Là, on parle d'aller effectivement chercher des entrées-sorties en fonction des cryptos, mais il y a aussi peut-être un enjeu à se dire aujourd'hui, on fait un rééquilibrage une fois par mois. Peut-être que sur certains portefeuilles, notamment du top 30, ça peut avoir un intérêt de le faire en hebdomadaire ou alors en 2 fois par mois. Voilà, tout ça, j'ai besoin de le tester, de le backtester et aujourd'hui, il me manque un simulateur avancé pour le faire. Du coup, il nous manque du temps au niveau des devs et donc du coup, on est obligé de prioriser, notamment on est obligé de prioriser la V2, etc., etc., etc. Donc voilà, sachez qu'on est toujours en permanence dans des idées d'évolution, mais on fait aussi avec la taille de notre entreprise, c'est-à-dire on reste quand même une petite entreprise. Sylvain, que penses-tu du top 5 IA en baisse permanente depuis sa création? Attendre de récupérer le capital investi pour transférer vers le CBD? Non, sincèrement, je vous dis ce que je vous ai dit depuis le début, c'est que le top 5 IA, on mise sur la technologie de l'IA. Donc, on mise pas en fait sur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la alt season, on l'a jamais connue. Donc forcément, vu que toutes les cryptos liées à l'IA sont des altcoins, elles ont mangé encore plus que le top 30, puisque dans le top 30, il y a quand même le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana qui a bien performé, le XRP qui a très bien performé. Donc du coup, et d'ailleurs, je l'avais dit, qu'il y avait un potentiel de croissance qui était plus important, mais qu'il y avait aussi un risque beaucoup plus important. Donc personnellement, ma vision à moi, c'est de se rappeler dans quel horizon de temps on a investi, parce qu'une fois de plus, si vous sortez votre argent maintenant pour le mettre dans le CBD, du coup, ça sera une perte sèche que vous ne pourrez pas rattraper. Donc voilà, donc moi je crois toujours dans le potentiel du top 5 AI, je n'ai pas bougé mon capital dessus. Par contre, c'est clairement un horizon d'investissement beaucoup plus long, parce qu'une fois de plus, on va chercher la valeur d'usage, et donc du coup, la performance sera pour moi beaucoup plus importante, mais dans un délai beaucoup plus long. Brigitte, du coup, comment Capsellare va faire pour faire son chiffre d'affaires dans les 2 ans du bear market? C'est pour ça qu'on a besoin
des frais fixes, de l'abonnement des frais fixes. Philippe, pour des frais sur gain en USDT, pourquoi pas en euros directement pour savoir si on est imposable par rapport. Ça change rien en fait. Ça change rien. Oui, alors la conversion, alors effectivement, pendant longtemps, l'euro et le dollar ont été du 1 pour 1. Bah, il y a une petite conversion à faire entre l'USDT et l'euro. Pourquoi on l'affiche en USDT? Bah, simplement parce que nous, en fait, les transactions se sont faites en USDT. Après, vous avez un convertisseur assez rapidement sur Internet. Oui, oui, Joe, effectivement, Michael Saylor achète massivement, mais ils sont clairement sur une vision très long terme. Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Quelle est la tendance entre une tendance baissière et une correction de marché? La correction de marché, on va dire elle peut être temporaire. La tendance baissière, ça part de manière, on va dire, pour du long terme à la baisse. Alors Fabienne, il suffit d'aller sur Internet, taper conversion euro-dollar et vous aurez immédiatement la conversion. Mais une fois de plus, en 2024, c'était du 1 pour 1. Aujourd'hui, effectivement, le dollar a reculé un petit peu. Donc voilà. Fred, pour ma part, je suis rentré en mai 2023, puis j'investis tous les mois. Aujourd'hui, mon portefeuille affiche un bénéfice de 64%. Merci Fred pour ça. Effectivement, la meilleure façon de gagner sur le très long terme, et y compris de surperformer dans les périodes baissières, c'est effectivement d'ajouter du capital. Donc, mettez en place un autre capital récurrent, je ne cesserai de vous le dire, parce que ça permet d'améliorer encore plus les performances. Donc oui, effectivement, c'est bien Cédric Tempestini que j'ai mentionné tout à l'heure. Voilà. Ne peut-on pas stacker pendant les sorties? Alors le earn que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'équivalent du stacking. Valentin, c'est juste un peu dur actuellement. Je suis entré une fois en janvier 2025, plus frais l'abonnement, ça doit être à moins 700. Tu as parlé de stratégie sur le long terme, donc je me tiens. Voilà. Effectivement, il faut se rappeler, c'est du long terme. Donc voilà, faut tenir. Mais les moins 700, c'est juste du virtuel pour l'instant. Tant qu'on ne sort pas, on ne perd pas. Tant qu'on ne sort pas de la stratégie, hein. On est sorti du marché, mais pour préserver le capital, mais tant qu'on ne sort pas de la stratégie, on ne perd pas. Alain, pour moi, depuis juin 2023, plus 75%, et depuis un mois, le marché chute, mon portefeuille reste au même montant. Merci Alain, voilà, je pense que c'est très intéressant d'avoir ces retours, ces feedbacks. Donc voilà, effectivement, Brigitte rappelle que l'USDC est à 11%. Alors ça dépend des sommes, hein, mais effectivement, on est sur du 11% à l'année, donc c'est du 1% au mois. Voilà pour tout ça. Tac, tac, tac. Quand saura-t-on que Capstellar entrera sur le marché? Comme à chaque fois, je vais faire une communication, mais à mon avis, il ne va pas se passer quelque chose, enfin grand-chose avant au moins un mois. Donc je pense que peut-être qu'au prochain live, on aura plus de visibilité sur ce qui va se passer. Tac, tac, tac. J'essaie de lire rapidement parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Sonia, je suis encore loin de comprendre ce monde, j'apprends petit à petit, donc je continue à me tenir au plan, dans la durée, avec confiance, stratégie, en sachant que le risque zéro n'existe pas. Effectivement, c'est la meilleure des approches à faire, se rappeler qu'on est là sur le long terme. Myriam, ce qui est surprenant, c'est que le service Capstellar est parfaitement expliqué, mais qu'il y en a quand même qui le prennent alors qu'ils attendent visiblement autre chose. Oui, effectivement, Myriam, c'est pour ça aussi qu'on retient personne, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a certains abonnés qui rentrent pour le côté make money, gagner beaucoup d'argent très rapidement, mais sauf qu'en fait, c'est pas du tout la finalité de notre service, et c'est ce que je rappelle systématiquement, mais visiblement pas suffisamment encore, ou alors je pense que les gens se mettent des œillères, ils veulent pas entendre ce message-là, quoi. Voilà, pour l'IA, j'en ai déjà parlé. Alors, Romain, tu penses mettre en place l'earn quand? Deuxième semestre, comme je l'ai annoncé.
quel pourcentage d'abonnés sur Binance et Kraken? Kraken reste quand même assez marginal. Je pense qu'on a moins de 10% sur Kraken et 90% sur Binance. Voilà, tac, 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 tac. Bon, il faut que j'avance encore. Il faut que j'avance. Voilà, je suis désolé. Il faut que j'avance sur la suite de la présentation. J'ai encore pas mal de choses à actualiser. Donc, au niveau des actualités, voilà, un gros problème que nous, on a de notre côté. Donc, sachez que si vous recevez un mail qui s'intitule erreur de paiement, programme Capstellar, c'est vraiment nous qui vous l'envoyons. Parce qu'en fait, on a eu pas mal de problèmes et on a eu un suivi qui a été assez mauvais là-dessus. Parce qu'en fait, on a fait confiance au processeur de paiement. Donc, le processeur de paiement, c'est le prestataire chez qui vous rentrez votre carte bancaire quand vous vous abonnez à Capstellar. Et en fait, il y a à peu près aujourd'hui 15% des abonnés qui sont en erreur de paiement pour diverses raisons. C'est soit la banque qui refuse le paiement, soit le processeur qui lance pas la demande. Et donc, du coup, là, on est en train de faire une grande campagne. Donc, certains d'entre vous ont été contactés. Sachez que ça représente 35 000 euros qui sont en dehors. C'est-à-dire que de manque à gagner de l'autre côté. Et 35 000 euros, c'est vraiment une somme colossale pour une petite entreprise comme la nôtre. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez surveiller vos mails et répondre le plus rapidement possible pour mettre à jour vos paiements, c'est pas de votre faute. La plupart du temps, vous vous en êtes pas rendu compte. Enfin, même dans la très grande majorité des cas, vous en êtes pas rendu compte. C'est simplement que le processeur de paiement n'a pas fait l'appel à votre banque ou que votre banque a refusé le paiement sans que vous le sachiez, sans que vous en soyez notifié et sans que nous-mêmes nous en soyons notifiés. Et donc voilà, donc on est en train de repasser tout en revue pour voilà, pour vous relancer et pour vous envoyer ce mail-là, pour vous envoyer un mail, un lien du coup pour mettre à jour vos paiements. Donc on est désolé pour ça, mais c'est ultra important pour nous que vous puissiez faire ces paiements-là, parce que comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus qui, mais effectivement, depuis quelques semaines, il n'y a plus de frais sur gain. Donc du coup, notre seule source de revenus aujourd'hui et la seule moyen de payer les salaires de cette belle équipe, c'est avec vos frais fixes. Autre actualité du côté de Capstellar, c'est qu'on a une discussion aujourd'hui qui est ouverte avec l'échange français Descoin. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup, ce partenariat nous permettrait de proposer une offre clé en main qui serait 100% régulée pour les clients français. Donc pour nous, en fait, c'est une belle piste qui nous permettrait en fait d'être plus visible sur le marché français avec voilà, un acteur de référence qui est donc Descoin. Donc on a eu 2 réunions avec eux. On avance sur la partie technique. Ensuite, il y a une question de priorisation et de leur côté et de notre côté. Et ensuite, il faudra qu'on se mette d'accord sur la partie un petit peu commerciale, comment on travaille ensemble pour bien aller séduire, on va dire, des nouveaux investisseurs. Donc ça, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et voilà, je tenais à vous la partager. Il y a également l'équipe qui évolue. Donc, je vous rappelle, voilà, il y a Tracy qui est en ce moment en congé maternité. Elle s'occupe de son nouveau bébé et elle a bien raison. Jennifer, du coup, qui la remplace pendant cette période-là. Il y a Capucine qui nous a rejoint pour un stage de fin d'année d'études, du coup pour 6 mois, qui est là jusqu'au mois de juin. Et également Roupen qui nous a rejoint lundi, là, donc là, ça fait 2 jours, qui est là pour m'aider à développer la partie marketing et commerciale. Et également, il y a Andrea qui va nous rejoindre dans les prochaines semaines, qui vient de Belgique, qui vient renforcer l'équipe, donc qui n'apparaît pas encore, mais qui j'espère, va apparaître très rapidement. Vincent, qui est le directeur de la partie développement. Et puis voilà, je vous rappelle les autres personnes de l'équipe qui sont là de manière historique. Citraka et Lorraine sur la partie développement. Anaël et Mélanie également qui sont là au support, pilotés par Damien. Et également Kim qui nous a quittés. Donc Kim qui ne fait plus partie de l'équipe et qui part sur de nouveaux horizons de son côté. Donc voilà, un petit peu un update de l'équipe de Capstellar. Et également, pour vous rappeler également que vous avez un programme de parrainage parce que, une fois de plus, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Donc, si vous êtes content de notre service, eh bien, vous êtes il n'y a que vous, en fait, qui pouvez en parler mieux que nous. Donc, voilà, vous avez une offre de parrainage sur capstellar.com/parrainage, une offre de parrainage où les parrainés bénéficient de moins 20% sur l'abonnement standard, plus les frais d'inscription offerts. Et vous, en contrepartie, vous pouvez toucher jusqu'à 200 € de réduction de frais sur gain, donc ce qui n'est pas négligeable. Et puis, je vous avais aussi promis la réponse au sondage que je vous avais envoyé le mois dernier.
La première question, c'était accepteriez-vous de consacrer 1% de votre capital par an pour financer un fonds de garantie anti-piratage social? Donc, lors du live, vous aviez été en gros 2 tiers, 1 tiers à répondre non. Eh bien, ça s'est confirmé exactement au chiffre près sur le sondage que je vous ai envoyé à l'ensemble, à l'intégralité des membres de Capsela. Donc ça, c'est entériné. Tant qu'on n'aura pas triplé le capital investi globalement sur Capsela, c'est pas une option qu'on pourra proposer parce qu'aujourd'hui, on n'est pas assez gros, on n'a pas assez de capital en gestion pour pouvoir le proposer. Mais je pense que quand on arrivera à 20, 25 millions de capital sous gestion, on pourra être amené à effectivement le proposer en option pour ceux qui le souhaitent. Et à la deuxième question que vous avez posée également, aimeriez-vous avoir la possibilité de mettre en pause le mécanisme d'entrée-sortie? Parce que justement, il y avait quelques abonnés qui nous disaient que ils voulaient nous quitter parce qu'ils n'étaient pas à l'aise avec ce mécanisme-là. Et là, j'avoue que vous m'avez rassuré parce que en gros, il n'y a que 19% des personnes qui souhaitent être autonomes sur la gestion du risque et décider d'activer ou pas la mécanisme d'entrée-sortie. Sur la base de cette statistique, et surtout, c'est que je pense qu'aujourd'hui, si je lui reposais la question, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont dit que oui, elles préféraient être autonomes, mais finalement, elles se sont rendues compte que peut-être on a préservé leur capital d'une chute importante du marché. Donc peut-être que ça réduirait encore le pourcentage. En conclusion, on ne va pas développer cette fonctionnalité-là. Pour moi, c'était important de poser la question parce qu'en gros, si on était arrivé sur du 50-50, très clairement, on aurait été obligé de mettre en place la fonctionnalité. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas pu se priver en fait de 50% des clients, des abonnés, et que ça aurait mis en difficulté financière le fait que peut-être la moitié des personnes à terme seraient parties à cause justement de cette frustration de ne pas pouvoir jauger par eux-mêmes s'ils peuvent prendre le risque d'entrer et sortir dans le marché. À partir du moment où il n'y a que 20%, moi sincèrement, ça ne me dérange pas que de dire en fait que notre système, c'est celui-ci. Notre particularité, en fait, c'est que justement, on est dans une logique, une philosophie d'automatisation à 100%. Et aussi, on est dans un esprit en fait de communauté où on partage tous en fait la même stratégie. Et du coup, on partage la même vision des choses. Et le fait de vouloir dire, moi, je veux être autonome, je veux décider quand je sors, quand je rentre, ou du coup, je trouvais en fait que ça cassait cette philosophie-là. Et pour moi, ça cassait en fait l'objectif et la finalité de Capsela. Et donc, je suis assez rassuré que finalement, il y ait moins de 20% des personnes qui aient opté pour cette option-là. Et surtout, quand je vois ce qui s'est passé là ce mois-ci là et la chute qui a été faite, je suis content en fait aussi de préserver le capital par rapport à cet effet Kruger, parce qu'il est probable aussi que dans les 19%, il y en ait beaucoup qui soient des jeunes investisseurs et qui aient un niveau de confiance qui soit surdéveloppé par rapport à leur niveau de compétence. Une fois de plus, ce n'est pas un jugement de valeur que je porte, c'est simplement un biais naturel qui est constaté dans la nature humaine et auquel il faut faire attention. Et donc, si l'offre de Capstellar permet de se préserver de ça, eh bien, j'en suis très heureux. Donc voilà pourquoi la décision a été prise de ne pas développer cette fonctionnalité-là et qu'on restera pour le coup de manière illimitée dans le temps sur cette logique d'avoir une stratégie où on va chercher toujours plus de performance et plus de sécurisation aussi. Mais du coup, on reste tous dans le même bateau à utiliser la même stratégie. Et s'il y en a qui ne sont pas alignés avec ça, eh bien c'est OK. Il y a plein d'autres prestataires qui proposent plein d'autres services. Mais en tout cas, nous, la logique de Capstellar, ça sera de sécuriser au maximum le capital et d'être sur une stratégie unique qui n'est pas modulable. Et peut-être que ça donnera naissance après à d'autres produits, à d'autres services, mais ça sera en dehors de Capstellar. Et je pense qu'on a déjà beaucoup, beaucoup de belles choses à faire avec Capstellar. Donc voilà sur ce que moi je voulais vous partager. Maintenant, les questions-réponses sont ouvertes, sachant qu'on a déjà dépassé le timing. Ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble. Mais si vous avez des questions, je suis là bien sûr pour y répondre. Et je rappelle une fois de plus que les questions techniques, si vous avez des problèmes avec votre compte Binance ou Kraken, c'est au support qu'il faut les envoyer. Voilà les amis. Alors, tac, tac, tac.
L'ignorance et l'impatience ne sont pas bonnes conseillères, c'est sûr. Alors, je vais effectivement redonner le lien pour Waltio. Hop, je le mentionne là. Comme ça, je l'ai remis. Ah, il y en a beaucoup qui se soucient de Kim, effectivement. Du coup, elle n'était plus dans le trombinoscope. Donc voilà, sachez que Kim nous a quittés pour de nouvelles aventures. Mais on aimait bien Kim parce qu'effectivement, elle était très compétente pour faire l'installation du logiciel. Elle était toujours très souriante et on a toujours eu des très très bons retours sur le travail de Kim. Mais c'est comme ça, c'est la vie et ses cycles. Alors, quand connaîtrons-nous les nouveaux tarifs? Je les ai plus ou moins en tête. Mais si vous allez sur l'offre de parrainage, sachez que ça sera, vous aurez encore un meilleur tarif pour les anciens d'avant 2024, enfin de 2024 et d'avant, vous aurez encore un tarif encore meilleur que ceux qui bénéficient du tarif parrainage. Ça peut déjà vous donner un ordre d'idée, ce qui fait qu'on est quand même loin des tout premiers tarifs qui étaient annoncés. Et qu'on est du coup pas très loin des tarifs, des anciens tarifs, et que même pour certaines personnes, le prix va baisser. Alors Tristan, effectivement, j'ai vu passer cette nouvelle taxe de 10 000 euros pour les licences MICA en France, mais sachant que nous, on n'avait pas vocation à la demander en France, donc ça nous aurait de toute façon pas concerné. Et effectivement, il y a aussi 3 000 euros, mais ils sont jamais accrédités pour trouver des nouveaux impôts en France. C'est quand même assez bluffant. Alors, Philippe, est-ce que c'est normal de voir les pertes continuer alors que l'annonce de sortie de marché avait été faite avant? Alors déjà, il faut vérifier si normalement tous les portefeuilles ont été revendus. On a eu un cas de figure où il y a effectivement un membre qui nous a remonté qu'il n'avait pas été rééquilibré. Donc là, derrière, on a fait le nécessaire et puis on lui a fait un geste commercial pour rattraper la baisse qu'il avait subie. Mais normalement, ça a été fait sur vraiment l'intégralité des postes. Donc là, c'est la première des choses à regarder. La deuxième des choses, c'est que on a eu une remarque d'un membre qui était sorti et lui, en fait, il avait fait l'analyse en euros, alors que nous, en fait, on est en le capital est bloqué, enfin, il n'est pas bloqué, mais il est réservé il est sécurisé en dollars. Et donc, en fait, c'est comme il y a eu une chute du dollar par rapport à l'euro, bah, oui, c'est ça. Bah, si vous regardez la valeur de votre portefeuille il y a un mois en euros et la valeur de votre portefeuille aujourd'hui en euros, effectivement, il y a une baisse. Mais la baisse, elle n'est pas liée à la baisse du marché, elle est liée à la baisse du dollar par rapport à l'euro. Mais ça n'a aucune incidence, puisque nous, sur le marché, quand on va re-rentrer avec des dollars. C'est le moment pour investir sur Kim. Ça, c'est une autre question. Bonjour, je suis nouveau membre de Castellar depuis quelques jours. J'ai un capital à investir, mais comment cela va se passer dans la situation actuelle? Mon capital va rester en dépôt sur Binance jusqu'à la prochaine rentrée sur le marché. Oui, effectivement, Thibaut, pour les nouveaux qui rentrent dans le marché alors qu'on est en dehors du marché, effectivement, le capital va rester sur la plateforme et c'est le jour où on va rentrer dans le marché que il va être investi. Donc, par contre, c'est important de le faire comme ça, on est prêt jusqu'au jour où on va rentrer dans le marché. Pour l'ajout de capital récurrent, effectivement, maintenant, si vous l'aviez mis en place en USDT, je vous invite à le modifier pour le basculer en USDC. Si vous avez des difficultés pour le faire, n'hésitez pas à contacter le support par rapport à ça. On vous accompagnera avec grand plaisir en visio. Sonia, il me semble que je n'ai pas eu de rééquilibrage. D'habitude, je reçois un mail. Oui, effectivement, Sonia, depuis plus d'un mois maintenant, on est en dehors du marché. Donc, de fait, il n'y a plus de rééquilibrage. Donc, quand on est en dehors du marché, c'est-à-dire qu'il y a un signal de sortie, eh bien, on stoppe tous les rééquilibrages puisque l'intérêt du rééquilibrage, en fait, c'est de maintenir le capital sur les bonnes cryptos, sachant que là, on est en dehors du marché, donc il n'y a plus d'intérêt à investir le capital. Donc, Sonia, quand on est en période hors du marché, c'est tout à fait normal de ne pas recevoir des rééquilibrages, des synthèses de rééquilibrage. La prochaine synthèse de rééquilibrage, vous la recevrez quand on va re-rentrer dans le marché. Peut-on avoir le tuto avant juillet pour effectuer le stacking sur SDC? Alors, je vais dire, Vincent, je l'ai enregistré juste avant
mais j'avais tellement de choses à faire que j'ai pas eu le temps de le mettre en ligne, mais il a été enregistré et il n'a plus qu'à être mis sur la plateforme, donc c'est sûr qu'il sera mis dans les toutes prochaines heures. Mais peut-être demain, parce qu'aujourd'hui c'est férié à Maurice, donc moi je travaille, mais sachez que ici c'est férié, et donc l'équipe n'est pas forcément disponible. Donc voilà les amis, on a passé tout en revue. Merci encore de votre enthousiasme. Vous étiez nombreux, je pense, à avoir apprécié ce live. Combien vous étiez Voilà, donc vous étiez près de 200. Donc voilà, toujours autant de succès sur ce live. Merci à vous, à tous, de votre intérêt pour Capstellar et pour ces lives. J'espère que vous y voyez plus clair et que vous êtes plus serein sur ce qu'il est en train de se passer sur le marché. Sachez que voilà, notre capital est de côté, il est bien préservé et donc nous attendons un prochain signal de hausse pour re-rentrer. Et donc voilà, donc on vous tient au courant par rapport à ça. En tout cas, sachez que nous, on continue à travailler d'arrache-pied pour toujours améliorer le service par rapport à tout ça et pour toujours améliorer la performance. Voilà, et donc vous êtes quelques-uns effectivement à mentionner vos performances. Voilà, sachez que les performances qu'on a chez Capstellar restent quand même assez exceptionnelles par rapport au niveau de sécurité qui est lié à cette stratégie. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez plaisir à en profiter. Merci beaucoup à tous. Merci, voilà, vous êtes nombreux à me remercier. Merci à vous pour votre énergie. C'est ça qui nous permet de continuer à œuvrer avec aussi enthousiasme de votre côté. Donc merci encore et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures du côté de Capstellar. À très bientôt. Ciao, ciao.